en direct du Cochon Hardy avec Bruno Noguered. Bruno Noguered, bonjour. Alors, pas encore candidat déclaré, la pneumopathie s'est déclarée avant ta candidature. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Alors, j'ai vu une interview assez intéressante de Louis Alliot, que tu connais peut-être. Je l'ai croisé au conseil municipal à Perpignan. Ouais. Et qui était interviewé par Nina Otero de Perpignan-Sabouge. Je ne l'ai pas vu. Mais je l'ai enregistré parce que maintenant il paraît qu'il ne peut plus l'avoir en ligne. Mais son animal totem, c'est l'ours. Alors, toi, c'est quoi ton animal totem? Alors, je suis désolé, je n'ai pas préparé une interview avec une attachée de communication pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il fallait répondre pour plaire à l'électeur. Donc non, très objectivement, si je te donne un animal comme étant mon animal totem, ça ne va pas faire sérieux ni crédible. Donc non, je vais rester en dehors de ce genre de questions et de réponses. Très bien, non, ça t'humaniserait, dirait une chargée de com. Oui. Donc là, on est à combien de temps des municipales? C'est en mars, c'est très court, personne ne s'est encore déclaré, même pas le maire, me disais-tu? Ouais, c'est-à-dire que les élections, elles approchent. Après, l'actualité politique nationale aussi occupe beaucoup le terrain, malheureusement. Et donc, du coup, les problématiques locales sont quelquefois un peu effacées, un peu oubliées. Non, mais après, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'une candidature n'est pas déclarée qu'un travail n'est pas fait. Moi, ça fait des mois, oui, en fait, voire même des années qu'on travaille. J'ai fait depuis un an et demi, et c'était pour moi le point le plus important, j'ai fait 1 millier de rencontres, de rendez-vous, de petites réunions avec des Perpignanaises et des Perpignanais. Donc je travaille, c'est ce qui me semble le plus intéressant d'ailleurs, d'aller à la rencontre des habitants de cette ville pour savoir et comprendre un peu ce qu'ils veulent. On avait initié cette démarche avec la grande consultation, on avait eu 3000 personnes qui avaient répondu, donc il y a du travail qui se fait, il y a un contact qui se prend avec la population et le temps des campagnes viendra. Est-ce que tu as ouvert le cercle de ta sociologie, si je veux dire? C'est-à-dire que tu as un archétype social, que dirait Bourdieu. Est-ce que tu es allé voir les pauvres? Pas obligé de leur laver les pieds. Alors, non, déjà pour être un petit peu sérieux, c'est pas parce que j'habite dans un quartier prioritaire de la ville, dans un quartier le plus pauvre de France, on peut habiter très facilement à Perpignan avec des gens. Exactement, le P de prioritaire est important. Non, je crois que sérieusement, dans la vie réelle, on est confronté à tout un tas de gens. Moi, j'ai jamais jugé les personnes en fonction de leur classe sociale ou en fonction de leur réussite professionnelle ou de leur difficulté familiale. Donc évidemment qu'au cours de ces nombreux rendez-vous que j'ai pris, de ces nombreuses réunions que j'ai faites, j'ai rencontré tout type de population à Perpignan. Et je ne crois pas être le représentant d'une classe ici, d'autant plus que je n'en suis pas totalement un archétype, je crois. Dans le bon débat qu'il y avait dans le nom de la Rose, entre le Vatican et Guillaume de Baskerville représentant les franciscains, le fond de la question c'est: Jésus portait-il le vêtement qu'il mettait ou l'avait-il en leasing en fond? Et donc, est-ce que tu es pour les pauvres? Tu es plutôt franciscain ou Ah non, y a quelque chose qui est dominant si on parle du christianisme, mais qui est un point important d'ailleurs, qui irrigue, je pense, beaucoup de philosophie dans ce monde, c'est l'option préférentielle pour les pauvres. C'est considéré que quand on a quelqu'un, et c'est quelque chose que je connais un petit peu familialement, parce que pour avoir un enfant handicapé, je sais à quel point cet enfant a besoin de recevoir sans doute plus que les autres. C'est-à-dire que quand vous avez des personnes qui pour X raisons sont fragilisées dans la vie, c'est évident qu'on doit leur accorder une attention particulière. Je disais ça dans certaines réunions, dans certains quartiers. Y a certains quartiers qui ont besoin plus que d'autres, parce qu'ils sont dans un état de décrépitude. C'est la difficulté de Perpignan. C'est une ville qui a effectivement concentré beaucoup de misère sociale, une pauvreté dont on parle assez peu, énormément de solitude, énormément de solitude. Qui est une des grandes pauvretés de ce siècle et de cette société. Vous avez à Perpignan un nombre inimaginable, notamment de femmes qui vivent seules, ce qui, je pense, contribue à affaiblir. Et y compris des femmes avec enfants, avec toutes les questions que ça pose d'un point de vue financier, d'un point de vue éducatif. Donc, oui, il y a énormément de fragilité à Perpignan et malheureusement, il n'y a pas besoin de sortir beaucoup pour s'en rendre compte. Oui. Et quand on sort beaucoup, on s'en rend vraiment. Et quand on vit au centre-ville comme toi et moi, c'est une évidence. Disons que oui, on a toujours l'impression que le centre-ville de Perpignan serait un lieu privilégié. Je crois que c'est au contraire un lieu qui est malheureusement aujourd'hui en partie délaissé et donc dans lequel on rencontre effectivement beaucoup de ces misères.
Bien, tant qu'on y est au centre-ville, je veux dire, de toute façon, on y est, on y est. On y est physiquement en plus. La question, c'est ce commerce, parce qu'on est dans un commerce aussi. Est-ce que tu as prévu des trucs pour le dynamiser ou tu vas me dire que oui, tu l'as prévu et tu vas pas dire quoi? Non, parce que j'ai connu Louis Alliot qui disait avant d'être lui, voilà, c'est pour ça. Moi déjà, le premier des points dans le stade qui est le mien aujourd'hui de réflexion et de travail autour de la campagne, c'est déjà d'essayer de poser un bon constat. Je pense que le premier des constats, on est une des dernières grandes villes de France dans laquelle dès qu'on a les moyens, on cherche à fuir le centre-ville. On cherche à le fuir si on est un habitant, on cherche à le fuir si on est une profession libérale, on cherche à le fuir si on est un commerçant. Et déjà, il faut inverser cette tendance. Donc commencer par remettre au centre-ville de Perpignan des habitants, et des habitants qui soient fiers d'y vivre, qui n'y soient pas contraints. Deuxièmement, il faut peut-être arrêter, parce que j'ai beaucoup entendu par le passé des grandes diatribes de gens qui maintenant sont élus contre les centres commerciaux, contre les centres commerciaux en périphérie de ville et contre les centres de bureaux. Moi, je fais partie des personnes qui se sont par exemple opposées à l'agrandissement et à la rénovation du Mas Delfaux pour en faire 10 000 m² de bureaux supplémentaires qui vont une fois encore vider le cœur de ville de ces professions libérales ou de ces professionnels et qui vont contribuer à tuer encore une fois les commerces. Donc je pense qu'il faut mettre les choses dans l'ordre. Il faut commencer par s'occuper de rendre une véritable fierté pour ce centre-ville, faire que des habitants viennent y vivre. Donc pour ça, il existe tout un tas de dispositifs que pendant la campagne on pourra présenter, d'incitation, pour faciliter la venue d'un certain nombre d'habitants en cœur de ville. Il faut stopper toutes les opérations qui consistent à vider le centre-ville de Perpignan de ses forces vives, de ses professions libérales, de ses entreprises. Également, ils ne sont pas là pour le vider officiellement. Oui, mais concrètement, dès qu'on commence à construire des bureaux en périphérie... Non, mais c'est-à-dire qu'on est en train de faire à Perpignan et continuer à faire ce qui se faisait il y a 30 ans dans les autres villes et qu'on a arrêté de faire. On a un peu 30 ans de retard en la matière. Il ne faut pas s'étonner. Perpignan, depuis Jean-Paul Alby, que j'aime bien par ailleurs, le peintre, pas le maire, a été là-dedans. Et c'est un modèle économique qui date des années 80. On entend toujours ce discours. J'ai pas entendu Brissana il n'y a pas longtemps, puisque à mon micro, qui me tenait sur le développement touristique en me disant mais les gens ne s'intéressent pas à la culture quand ils viennent ici, encore moins à la culture catalane. Je pense que si c'est pour avoir de la cocaïne et des prostituées, on peut aller dans tous les pays de territoire du monde. Vous savez, quand on avait lancé notre grande consultation, il y a moi un chiffre qui m'avait un peu effrayé. 42% des gens qui avaient répondu disaient ne pas être fiers de vivre à Perpignan. Ce qui me semble très révélateur. C'est-à-dire que dans une ville, dans beaucoup de villes, dans des villages, y compris dans des provinces ou dans des régions reculées, qui n'ont pas le climat qu'est le nôtre, qui n'ont pas le positionnement géographique qu'est le nôtre, vous avez des habitants fiers de leur ville. Mais c'est un bon point de départ parce que les habitants sont les principaux ambassadeurs de leur ville. Et aujourd'hui, très clairement, on a besoin de reconstruire une véritable fierté autour du cœur de ville en l'occupant. Il y aura un certain nombre de projets qui seront présentés, notamment autour du... Parce qu'il ne faut pas non plus se mentir, hein, un maire, il n'a pas tous les pouvoirs dans une ville, mais il a le pouvoir de l'urbanisme. Faire des lieux qui peuvent contribuer justement à rendre cette fierté au cœur de ville. Donc oui, moi je crois que le centre-ville de Perpignan aujourd'hui n'est pas réussi cela. C'est pas une fatalité, quoi. Non, mais rien à un moment donné, il faut vraiment commencer au-delà du... C'est que derrière, ça demande de bouger un certain nombre de conservatismes, un certain nombre d'habitudes. On sait très bien que dans une ville comme Perpignan, il y a peu de propriétaires qui tiennent beaucoup des commerces de la ville, avec un certain nombre de conséquences sur le prix des loyers, sur un certain nombre de choses. Il y a des propriétaires très éloignés, par exemple. Il y a des gens qui n'habitent pas cette ville, qui n'y ont jamais mis les pieds, qui ont fait des investissements fonciers dont ils se fichent éperdument. Qui ont hérité et puis qui ont laissé tomber, oui, tout à fait. J'ai rencontré il y a quelques mois quelqu'un qui était propriétaire d'un nombre incroyable de commerces et d'appartements dans Perpignan, dont quasiment tous étaient vides, et me disait, bon, à toutes les manières, moi ça ne m'intéresse pas, mes enfants géreront ça quand je serai mort. Ouais, donc voilà. il y a des... Mais en attendant, non mais c'est plus que ça pourrit. En attendant, le drame, c'est que ça pourrit la ville tout entière. Et le département tout entier, parce que le département des Pyrénées-Orientales est dépendant de la ville-centre qu'est Perpignan. Oui, mais là-dessus, pour arriver à quelque chose, il faut une vraie liberté. C'est-à-dire que si vous êtes là avec une optique d'une carrière politique qui va durer pendant 50 ans, et qui va vous permettre de franchir tous les mandats pour arriver
un Graal qui est je ne sais quoi, vous n'avez pas cette liberté à un moment de prendre des décisions qui vont pouvoir déplaire, y compris à des petites minorités locales ou à des minorités influentes locales qui, quelquefois, sclérosent la ville. Enfin, les minorités influentes, elles se disent en général influentes. Elles ne le sont plus dès qu'en face d'elles se trouvent des pouvoirs qui assument un certain nombre de décisions et qui les mettent en place. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de... Moi, c'est ma théorie. Je pense qu'il y a plusieurs manières d'être maire. Une des manières qui me semble essentielle est de ne pas pleurnicher. C'est-à-dire de ne pas chercher en permanence qui est responsable de ce que je n'ai pas réussi à faire. Vous savez, je suis chef d'entreprise. Ouais. Quand on est chef d'entreprise, au quotidien, on ne peut pas pleurer sur la concurrence, on ne peut pas pleurer sur les normes, sur les lois qui ne vont pas bien. Jeu, c'est la compétition. Ben, ça fait partie de l'écosystème dans lequel on se développe et dans lequel on cherche des solutions. Pour moi, un maire n'est pas là pour pleurnicher sur l'inaction de telle autre institution ou sur les problématiques nationales ou sur les problématiques qui ne dépendent pas de lui et qui l'empêcheraient d'agir. Je pense qu'il doit trouver un chemin et j'ai rencontré tout un tas de maires de grandes villes dans ce pays, de droite, de gauche, du centre, de tout ce que vous voulez, qui ont réussi dans leur ville à trouver des solutions et qui font que leur ville, si j'ose dire, rayonne beaucoup plus que Perpignan aujourd'hui malheureusement. Mais peut-être que le terme de rayonnante, c'est parce qu'on aime faire de la bicyclette. Ça doit être ça. Mais alors si on aime la bicyclette, il faut arrêter de mettre les vélos sur les trottoirs au milieu des piétons et des trottinettes parce que je crois que ça ne facilitera ni l'usage du vélo, ni l'usage de la marche à pied, ni aucun usage. Hein. Et là-dessus, il y a beaucoup à dire à Perpignan. Alors, là, des politiques, depuis que je fais ce métier, donc j'ai commencé tôt, j'en ai croisé plein. Des pas élus, des élus. Et puis j'ai remarqué le changement de discours. Moi par exemple, Louis Alliot, je l'ai connu, il était élu, mais il n'était pas maire. Donc c'est pratique député parce qu'on est noyé dans la masse, etc. Il a tenu un discours et puis après il a découvert, m'a-t-il dit, l'état réel, au-delà de ce que disaient les prédécesseurs de la ville. Et donc, me dit-il, c'est adapté. Est-ce que ça ne sera pas votre malédiction à vous tant que vous n'êtes pas élu? Déjà, il y a un premier sujet qui moi, je vais le dire très honnêtement, m'effraie un petit peu. C'est-à-dire que je rencontre beaucoup de gens qui vous disent votre discours, il est cohérent, il me plaît, mais vous terminerez comme tous les autres et forcément, vous changerez, vous deviendrez un politique comme tous les autres. Oui. Ce qui est un discours qu'on affronte au quotidien et qui est compliqué, je le dis très sincèrement, parce que je n'ai pas la réponse, parce que n'étant pas dans l'avenir, je ne peux pas dire aux gens comment je serai dans l'avenir. J'ai l'impression d'avoir fait la démonstration dans ma vie personnelle, dans ma vie de chef d'entreprise, que j'étais capable de tenir un cap et de ne pas changer et d'essayer de construire malgré les difficultés, mais je reconnais qu'il y a là une inconnue. Et il faut arrêter de dire aux gens on va pouvoir raser gratis, on rasera gratis. Après, ça fait 5 ans... Vous êtes candidat, pas Barbier. En plus, ça fait 5 ans que je suis dans l'opposition. Je vous assure que dans l'opposition, si on s'intéresse au dossier de la ville, si on s'intéresse aux réalités de la ville, si on rencontre les acteurs de cette ville que sont les commerçants, les entreprises, les fonctionnaires municipaux, tous les habitants, on comprend vite quelles sont les forces et les faiblesses de cette ville. Je ne crois pas qu'il y ait besoin d'être maire aujourd'hui pour savoir ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, ce qu'on pourrait faire. Non, moi, je pense que si on travaille avant, dans l'opposition, on est capable d'arriver avec un projet. Je pense que c'est d'ailleurs une des difficultés. Là, je vois un maire qui est arrivé en 2020, mais qui avait été élu pour la première fois au conseil municipal en 2008, donc 12 ans avant. Donc normalement, en 12 ans, vous avez le temps de commencer à vous faire une idée assez précise de ce que vous pourriez faire, de ce qui vous sera permis de faire, et puis des vraies réalités de la ville. Donc de ce point de vue-là, je ne suis pas inquiet, je crois qu'on peut être lucide. Et puis vous savez, quand on est dans l'opposition, on est dans une position très spécifique. Je crois avoir tenu mon rôle d'opposant, mais mon rôle d'opposant, ça a été quoi? Ça a été de soutenir 95% des délibérations qui ont été présentées au conseil municipal. C'est toujours pareil, on retient de l'opposant les moments où il a écrit au procureur de la République pour signaler qu'il y avait quelque chose qui lui semblait ne pas aller, les fois où il a refusé de voter tel ou tel budget ou telle mesure qui lui semblait pas adéquate. Et je l'ai fait parce que, en conscience, je pensais que ces mesures n'étaient pas bonnes. Mais un opposant, il soutient aussi 95% des décisions qui sont prises quand ce sont des décisions qui vont dans le sens d'une bonne gestion.
Voilà. Par contre, quand un opposant, il voit la dérive d'un budget, quand il voit la dérive d'un fonctionnement, quand il voit le peu d'investissement du quotidien autour des habitants, il est obligé à un moment de réagir. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais je ne crois pas qu'un opposant soit forcément obligé de dire aux Perpignanais et aux Perpignanaises pour être élu, vous inquiétez pas, avec moi tout va être neuf demain alors que tout était gris la veille. Je ne crois pas. Alors, il s'est passé un événement cet été. Alors les gens étaient focalisés sur autre chose, mais il s'est passé vraiment quelque chose de brutal. Monsieur Guizard nous a quittés, enfin il n'est pas mort. Non, il est bien vivant. Par mécanique, c'est Madame Annabelle Brunet qui arrive dans l'opposition. Vous n'êtes plus tout seul. Non mais alors... Vous allez vous unir depuis, un peu comme Jonathan et Jennifer. Vous savez, c'est aussi le propre d'une opposition quand une liste est présente. Quand en 2020 l'ancien maire présente une liste, il la présente dans le but de gagner et d'être élu. Il se trouve que les 13 premiers de cette liste se sont retrouvés dans l'opposition, ce qui n'était pas forcément la raison pour laquelle ils avaient été choisis par l'ancien maire pour être sur cette liste. Donc on avait forcément une opposition qui était éclectique, avec des histoires qui étaient évidemment différentes. Certains étaient élus depuis 20 ou 30 ans, d'autres étaient élus comme moi pour la première fois et ne connaissaient pas forcément grand-chose au fonctionnement à ce moment-là du conseil municipal. Donc on se retrouvait tous ensemble avec nos histoires, nos perspectives différentes. Donc l'arrivée d'Annabelle Brunet, c'est une histoire... on a fait une campagne, elle était présente au conseil municipal avant, donc oui, évidemment qu'on sait qui elle est. Après, voilà, pour moi, ça change pas grand-chose. Unissons nos forces. Ah non, mais moi, vous savez, pas vous, elle. Non, mais il n'y a pas une personne dans cette ville qui peut dire j'ai essayé de joindre Bruno Noguered, il a refusé de me parler au nom de je ne sais quel. Je parle à tout le monde. Voyez, là, on est au bout du, au bout de la démonstration. Non, mais moi, c'est un principe, je parle à tout le monde, d'autant plus que quand on aspire à être maire, on aspire à être maire de tout le monde, y compris de gens dont on ne partage pas les idées politiques, y compris de gens qui n'auront pas voté pour vous, mais qui votent, et qui, à un moment ou à un autre, malgré tout, attendent de vous que vous soyez leur maire. Donc, de ce point de vue-là, oui, je suis en contact avec tout le monde et oui, on va travailler. Mais vous savez, la question pour moi, elle n'est pas une question politique. Je me suis opposé pendant 5 ans. Le sujet n'est plus celui-là aujourd'hui. Le sujet, c'est de construire un projet auquel les Perpignanais puissent adhérer et se dire, tiens, peut-être que eux vont faire ce que d'autres n'ont pas fait jusque-là. Point. Donc de ce point de vue-là, toutes les bonnes énergies seront bienvenues. Alors, il y a eu aussi un phénomène, vous n'êtes pas seul dans l'opposition. Pourquoi on avait l'impression qu'il y avait vous qui vous agitiez un peu quand même, parce que les autres, ils faisaient quoi? Ils dormaient. Vous savez, il y a des tempéraments différents, puis encore une fois, chacun avait son agenda, donc il y avait évidemment, et puis on l'a vu, certains membres de l'opposition ont choisi de rejoindre la majorité à un moment. Chantal Bouzy, non, je ne crois pas qu'ils aient rejoint l'opposition et la majorité, mais au début du mandat, vous avez eu, comment s'appelle-t-il, M. Antoniazzi et Casagrand, mais tout ça derrière, encore une fois, c'est pas l'essentiel. L'essentiel de la vie municipale, c'est d'essayer d'avoir des idées un peu neuves, de tenir un projet quand même qui soit un projet de rupture forte, parce que moi franchement ce que je rencontre quand je rencontre les habitants de la ville, ils me parlent pas de l'opposition, ils me parlent du fait qu'ils croient plus en la politique, qu'ils croient que tout ça n'a plus aucun impact sur leur vie, et donc ils attendent qu'on leur démontre qu'on peut avoir un véritable impact sur leur vie en étant à leur service. Voilà ce qu'ils attendent, c'est tout. Alors, il y a eu un autre événement, il paraît qu'on a 1000 ans, au moins pour la cathédrale, enfin Saint-Jean-le-Vieux. Qui n'était pas une cathédrale. Qui n'était pas une cathédrale, mais ça marque le début de l'essor de Perpignan et qui met N sur le bas-côté, puisque avant la capitale de l'évêché c'était elle, et on se retrouve avec Perpignan. Est-ce qu'on en a assez fait la publicité? Alors moi, sur les durées de Milan, j'ai les nazis qui avaient promis un Reich de Milan. Et avant d'avoir accompli les millions, ils ont fait beaucoup de publicité. Là, on a fait les millions, on ne fait pas de publicité. Disons que c'est toujours, on revient à cette question qu'on évoquait tout à l'heure, cette question de la fierté de la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, réduire les 1000 ans de la ville à un colloque, c'est très bien, hein, c'est
tout à fait nécessaire. Il faut ce travail historique, ce travail de fond, ce travail, je dirais, peut-être un peu souterrain de fondation pour préparer ça. Mais les 1000 ans d'une ville, ça doit être d'abord, avant tout, quelque chose de populaire. Mais c'est là qu'on touche à une problématique forte à Perpignan. Quel est le sentiment d'appartenance à cette ville? Est-ce que les différents quartiers de la ville se sentent appartenir à la ville? Est-ce que les différents quartiers de la ville vivent la ville de Perpignan, vivent ses festivités, vivent un certain nombre de choses? Et là, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. Et on voit bien que finalement, ces 1000 ans ne sont que le révélateur, aujourd'hui, d'une forme d'explosion, alors si j'utilise un gros mot, je dirais d'archipélisation de la ville, mais vous savez, entre deux îles d'un archipel, il faut aussi des vaporettos pour que tout le monde soit relié, sinon ça ne marche pas. Des pirogues, disait Jean-Paul Alphy, ou des pirogues, mais il faut... Qui niait la théorie de Viard en la reprenant. Voire des ponts, mais voilà, je crois qu'aujourd'hui, on a des quartiers chacun avec leur spécificité, qui vivent dans leur coin, et il n'y a plus ce sentiment d'appartenance, mais finalement... ce n'est que la transposition de quelque chose qu'on peut sentir déjà au niveau national, hein, à d'autres niveaux. Les appartenances sont de plus en plus compliquées. Ailleurs, on n'y est pas. Mais c'est toujours pareil, on travaille sur son petit tout, qui est celui dans lequel on vit déjà. Donc commençons par Perpignan. Ce qui se passe à Paris, je le subis, mais il ne peut pas grand-chose. Je pars du principe dans la vie qu'on agit sur ce sur quoi on a une prise. Et si je m'engage en politique au niveau local, c'est bien pour ça. Et je n'ai aucune autre aspiration, aucune autre ambition que de m'engager à Perpignan. Et je n'irai jamais ailleurs. Donc, alors, on a vu que vous étiez entouré de jeunes. Alors, pour une ville de vieux, c'est assez surprenant. D'une, ça veut dire qu'il en reste. Et deux, qui sont prêts, est-ce que c'est de l'enthousiasme ou de l'innocence, à soutenir un politicien tout brillant soit-il? Parce que, par exemple, chez les communistes, où moi j'ai vécu longtemps, on était beaucoup à être jeunes communistes, même chez les socialistes, à l'UNEF. Et là, je vois plus de défilés de jeunes comme il y a l'armée soviétique qui défilait. Bon, je crois, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'engagement politique, il n'a pas très bonne presse aujourd'hui. Je pense que, mais pour la bonne et simple raison que les hommes et femmes politiques n'ont pas été au niveau. Donc du coup, ça ne motive pas grand monde à avancer. Moi j'ai tâché, mais c'est en cours de construction, on n'est pas du tout arrivé au bout du chemin. J'ai tâché de rassembler donc des Perpignanais assez diverses, que ce soit en termes d'âge, en termes de quartier de provenance, en termes d'expérience vis-à-vis de cette ville, en termes de rapport à cette ville. Et il se trouve que y a un certain nombre de jeunes qui ont plutôt adhéré à mon discours et qui ont envie de s'engager aussi. Alors moi je ne crois pas qu'aujourd'hui les jeunes soient forcément plus à même de gérer que les personnes âgées. Hein. Ma grand-mère me disait toujours si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Donc l'alliance des deux est toujours importante. Je vois la différence. Quand j'avais 20 ans, j'étais déjà un génie, et quand j'en ai 50, j'ai vu passer des tas de choses, et il y a des trucs, je m'emballe moins. Disons que c'est toujours pareil, on a des enthousiasmes à certains moments de sa vie, et puis vous savez, il y a un autre truc, une autre formule que j'ai beaucoup entendu répéter quand j'étais jeune. À 20 ans tu crois tout savoir, à 30 ans encore un peu, à 40 ans tu t'aperçois que tu connais pas tout, à 50 ans tu commences à travailler. Et je crois que c'est quelque chose qui est important dans la vie, d'avoir cette forme d'humilité, d'accepter que il y a beaucoup à apprendre de l'extérieur et beaucoup de choses qui ne sont pas si simples que ça. Donc moi j'essaie de rassembler des gens divers et puis dans une logique, encore une fois, d'un projet pour Perpignan. Il n'y a pas d'autre ambition. Mettre en valeur, au lieu de collage, moi j'étais vraiment bouffé à tous les râteliers parce que j'étais jeune au RPR et finalement on nous confiait le collage d'affiches et la distribution des tracts. Est-ce que on la restera penser et apparaître à la caméra au-delà de l'ombre du candidat? Après, c'est toujours la difficulté, mais ça c'est quelque chose, mais vous savez, vous avez la même... Alors c'est plus facile dans le monde de l'entreprise, parce que dans le monde de l'entreprise, vous avez beau être le PDG de l'entreprise, chacun finalement trouve une forme de valorisation dans ce qu'il fait et peut être mis en avant pour ce qu'il fait, et vous pouvez avoir un excellent commercial qui est valorisé en tant que tel. Je vois que dans le monde politique, il y a une difficulté, c'est que, et dans une ville en particulier, les gens attendent de voir le maire.
C'est le maire qui est celui qui est là pour résoudre, alors qu'en réalité, le maire n'est rien sans son équipe, n'est rien sans l'administration municipale, n'est rien... Un seul joueur. Voilà, n'est rien sans beaucoup de choses, mais en termes de communication, c'est vrai qu'en politique, il y a cette nécessité-là. Oui, mais il y a la formule, on lui parlait à Dieu qu'à ses seins aussi. Voilà, mais c'est vrai qu'on la retrouve. Après, tout le travail est justement d'arriver à construire une équipe, à engager des personnes en sortant de cette espèce de voilà, moi, je ne crois pas du tout être sensible au culte du chef en aucune manière, donc de ce point de vue-là, je suis très détendu. Et puis, comme je n'ai encore une fois pas d'ambition autre que la ville de Perpignan, je ne suis pas en rivalité avec un tel ou un tel qui pourrait vouloir être député. Ou avec vos jeunes, je pourrais avoir l'accès, que vous nous les présentiez. Ah non, mais moi, c'est pas vos jeunes. Voilà, j'allais dire, moi, toute personne est totalement libre. Et je dis toujours aux personnes qui s'engagent, vous venez, vous voyez si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, vous voyez si les promesses qu'on vous a faites, elles sont tenues déjà dans le cadre de cet engagement, et vous restez totalement libre. Moi, j'ai pas la vocation à dire à des gens, voilà ce que vous devez dire, voilà comment vous devez le dire, parce que ça me semble totalement... Les candidats non déclarés, parce qu'ils sont candidats, ils sont tous non déclarés, et on sait qu'à la fin, ils vont finir par dire non, l'assassin c'est... Non, ne me dites pas. Quoi, Kennedy est mort, enfin tout ça. Enfin, on ne voit que, alors qu'il faut quand même 55, c'est un match de foot à 55 participants. Non, mais c'est toute l'ambiguïté de l'engagement municipal, c'est qu'on élit un homme ou une femme comme maire, mais effectivement qui est suivi par une liste. Mais on ne vote pas pour une liste, on vote pour un maire ou pour une maire. Moi, ça m'influence un peu. Je veux dire. Non, mais après qu'on ait évidemment... Non, mais c'est tout un élément trouvé. Après, moi j'ai bien conscience, et pour le voir un peu de l'intérieur au sein du conseil municipal, et ce qui est important, c'est d'avoir aussi une équipe de gens qui vont être suffisamment soudés pour affronter les gros temps. C'est-à-dire parce que la réalité, c'est que quand vous êtes élu, c'est là que les difficultés commencent. C'est là que c'est pas... Pour moi, l'élection n'est pas un avantage, c'est un service, donc ça devient exigeant. Face à vous, vous avez l'équipe administrative, les employés municipaux. C'est pas face à nous, c'est avec nous. Après, c'est juste qu'on est chacun dans la même... C'est-à-dire que si l'élu est au service, l'administration, naturellement, vous savez, quand vous devenez fonctionnaire, vous ne le faites pas a priori pour gagner mieux votre vie que dans d'autres métiers. Donc il faut que la notion... Surtout maintenant, donc il faut que la notion de service, elle soit bien ancrée. Donc si les élus sont au service de la population, l'entente avec les fonctionnaires, elle se fait assez simplement. Si les élus ont un autre agenda que celui de servir la population, évidemment que les affrontements sont plus rugueux. Donc, j'ai envie de dire, au-delà de votre équipe de jeunes, vous avez une politique de jeunesse en préparation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait partie des... On a commencé à travailler sur un projet assez détaillé, assez développé, mais la jeunesse... vous savez, il y a un exemple, on parle beaucoup, une des préoccupations premières des habitants aujourd'hui de cette ville, et c'est une préoccupation que je partage, j'ai des enfants, donc je sais ce que c'est la problématique de la sécurité. Et on l'entend dans tous les quartiers de la ville. Il n'y a pas quelque chose... permis de port d'armes. Oui, alors, je ne suis pas sûr que ce soit la solution la plus adéquate. Mais on a cette question de la sécurité qui revient régulièrement. Vous aviez, il y a quelques semaines, dans la presse nationale, un très long article sur la politique de la ville d'Orléans. La ville d'Orléans, en 10 ans, a réussi à inverser totalement la courbe de la délinquance des jeunes. Pourquoi ? Parce qu'elle a mis au cœur une vraie politique aussi de prévention dès le plus jeune âge. Elle a redonné toute son importance au sport, elle a redonné toute son importance à un certain nombre de réseaux qui contribuent à la fois à identifier des gamins qui sont dans des situations de famille difficiles et dont on sait qu'immanquablement, si on ne fait rien, ça va les conduire à être des délinquants. Oui, non, mais il y a quand même quelque chose de... moi, je ne vais pas nier qu'il y a une forme de déterminisme, alors contre lequel on doit combattre et qu'il ne faut jamais accepter. Donc finalement, vous êtes bourdieusier. Je considère que certaines situations sont plus dures. Il vaut mieux naître dans certains endroits que dans d'autres. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je sais pas qui peut dire le contraire, mais c'est bateau de le dire. Mais donc une mairie, elle est là justement pour rétablir l'égalité des chances entre guillemets, pour permettre à chacun. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les gens qui ont des difficultés. Oui, il y a certaines personnes sur lesquelles il faut qu'on se penche un peu plus et plus jeunes que sur d'autres.
Et je crois que ça doit être le cœur d'une politique municipale, donc une politique qui va mettre, par exemple, moi j'ai toujours été frappé par le sport. Là, il y a des chiffres qui ont circulé dans les médias nationaux sur l'euro investi dans le sport et l'économie qu'on faisait après dans plein d'autres domaines. Oui, parce qu'une fois qu'on est épuisé à courir... On fait moins de bêtises. Non, et puis surtout, plus sérieusement, dans le sport, c'est un des rares endroits dans lesquels on y retrouve des valeurs, l'esprit d'équipe. Ouais. On y retrouve... C'est un des rares endroits dans lesquels il est admis qu'il faut faire un effort. C'est-à-dire que tout vient pas tout seul. C'est un des endroits dans lequel il reste des règles et tout le monde admet qu'au bout d'un moment, les règles, il faut bien les respecter si on veut faire quelque chose. Donc le sport et la médecine, en fait. Donc, non, mais disons que la médecine, elle nous domine, voilà. Non, mais c'est un lieu dans lequel il y a beaucoup de valeurs, le sport. Et je crois qu'aujourd'hui, faire de Perpignan une ville sportive, c'est-à-dire une ville dans laquelle tout jeune puisse un jour pouvoir pratiquer le sport de son choix, puisse pouvoir développer, et particulièrement les jeunes qui en ont besoin parce que leur cadre familial ne leur permet pas, parce qu'un certain nombre de choses, ça contribuera à établir cette sécurité. C'est aux parents d'éduquer, d'élever plutôt, et c'est à l'école d'éduquer. Oui, alors là-dessus, je suis plus. Je pense que l'école, elle, malheureusement aujourd'hui, elle doit éduquer parce que l'éducation n'est pas reçue dans d'autres cadres. Oui, voilà. L'école, à la base, elle était plutôt. Alors je demande pas ce qu'on revienne, mais c'était quand même l'instruction, c'est-à-dire elle venait apprendre, donner le savoir et la capacité de raisonnement. Et aujourd'hui, malheureusement pour elle, et d'ailleurs elle a du mal à le faire parce que c'est pas totalement son. L'institution publique est un tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire que toute institution publique vient compenser ce que les structures familiales n'arrivent plus à faire. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une grande pauvreté de ce point de vue-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des campagnes pour dire aux gens ne venez pas forcément comme vous êtes, vous allez décevoir, que contrairement à McDonald's, faites un effort. Pas mettez une cravate, parce que moi non plus, ça en rare occasion. Voilà, un code. Rétablir, comment faire des campagnes pour rétablir un contrat social. On a eu une question de monsieur Jean-Jacques Rousseau, de Suisse. Alors, je pense qu'il y a des aspects. Moi, je pense que le vrai sujet, on s'aperçoit quand même que dans beaucoup d'établissements, sur une classe de 25 élèves, quand il n'y en a pas plus, malheureusement, il y a 2-3 familles en difficulté qui vont du coup perturber ou égarer une partie de la classe. Donc, la question de fond, c'est quels sont les moyens qu'on met pour identifier ceux qui ont besoin et comment on vient leur apporter à la fois une aide et à la fois des sanctions, parce que je crois qu'aussi de temps en temps, non mais il n'y a pas que de la bonne volonté chez certaines personnes, donc il faut aussi admettre. Rappelez que vous n'êtes pas un dangereux gauchiste. Non, mais c'est pas la question. Pour moi, vous savez, ce qui compte, c'est le résultat. Donc de ce point de vue-là, je suis assez pragmatique. Mais c'est évident que oui, il y a à la fois la sanction et à la fois l'incitation. Il faut arriver à identifier ça. Mais je crois que ça demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut sortir des idées simplistes qui sont des slogans qu'on peut répéter. Alors c'est facile, hein. On le voit, l'offre politique aujourd'hui, elle se résume souvent à des slogans. Et si possible un slogan qui va plaire à une clientèle la plus large possible, parce qu'elle va lui désigner un bouc émissaire à côté, qui fera que cette clientèle se dira super, avec eux j'ai rien à changer, moi tout va bien de mon côté et je vais en profiter. C'est ça l'offre politique. Moi j'ai envie d'être rassuré. Bien sûr que tout le monde veut l'être efficace, mais que ça n'ait aucune conséquence sur moi, parce que moi je suis responsable d'aucune des difficultés de ce pays. C'est quand même le raisonnement aujourd'hui malheureusement d'une bonne partie de la classe politique. Donc moi je crois qu'il faut sortir de ce schéma simpliste pour rentrer dans un discours de vérité et pour surtout agir de manière. Vous savez, je le dis souvent dans mes réunions, le choix que je proposerais. On a choisi beaucoup d'élus qui avaient des paroles extrêmement fortes. Moi, je propose de parler peut-être un peu moins fort, de crier un peu moins fort. Par contre, je vous assure que j'agirai plus fortement que beaucoup d'élus qui crient très fort. Alors, est-ce que finalement, les politiques, quand ils arrivent en poste, on leur fait comprendre que c'est pas eux qui ont le pouvoir? Parce que, j'ai connu des ministres qui m'ont raconté ce que je subodorais, ils arrivent à Bercy et on leur dit non mais vous passez, on reste là. On rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le maire pleurnichard. Mais on peut avoir pareil dans l'entreprise, pareil à tous les postes. Vous pouvez toujours vous abriter derrière le fait qu'on vous a empêché d'agir pour ne pas agir. Si vous avez la volonté d'agir, vous pouvez toujours trouver une voie. Alors quelquefois... Vous citez Lénine sans le savoir. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. C'est mon côté Molière. Mais
Ce qui est certain, c'est qu'il y a un chemin et que ce chemin peut être un peu différent de celui qu'on avait imaginé parce qu'on va s'apercevoir aussi que la réalité est toujours un peu plus complexe que ce qu'on imagine, elle n'est pas noire ou blanche. Mais moi je crois qu'il faut surtout sortir et ce qui aujourd'hui d'ailleurs déprime le plus nos concitoyens, c'est ce sentiment quand même quand vous regardez l'espèce de spectacle désolant de la politique nationale, vous n'avez plus que des coqs, parce que tous sont quand même très arrogants dans leur manière d'attaquer le voisin. Et le cri. Et le cri. Non, vous avez quand même le sentiment d'un combat de coqs, de gens qui se préoccupent finalement assez peu de l'intérêt général, parce que leurs intérêts particuliers finissent par primer, et qui passent énormément de temps à ne jamais chercher une solution qui puisse être viable, mais à surtout essayer de voir comment ils vont empêcher toute solution pour en tirer eux-mêmes un bénéfice. Mais on a pareil au niveau municipal. Franchement, quand vous êtes... J'ai rencontré il y a peu de temps un ancien magistrat qui avait longtemps été élu d'opposition dans une grande ville française et qui me disait, ce qui était fabuleux avec le maire que j'avais, et pourtant dont j'étais l'opposant, c'est que quand j'arrivais au conseil municipal en disant voilà monsieur le maire, à tel endroit, dans tel quartier, il y a telle difficulté, ben, le maire me disait bon ben, c'est quelque chose sans doute à côté duquel on est passé, on va ensemble aller voir ce qui s'y passe et on va chercher une solution. Et d'ailleurs, il me disait d'un point de vue... En fait, vous seriez un formidable premier adjoint de Louis Edmond. Ah, je crois qu'on aurait du mal à travailler ensemble parce que je ne partage quand même pas beaucoup des prérequis. Et moi, le côté justement pleurnichard qui consiste en permanence à se chercher des excuses pour ne pas avancer et puis surtout avoir une préoccupation qui est principalement ailleurs qu'à Perpignan, c'est pas mon sujet. Voilà, moi, ma préoccupation, elle est uniquement perpignanaise. C'est plutôt bon signe. Ah, je sais pas, ça le regarde. Moi, c'est pas mon sujet en tout cas. Moi, mon sujet, il est Perpignan. Tant que c'est pas que de l'argent, public, ça me va. Ça me désole un peu pour les Perpignanais qui aimeraient pouvoir aller voir le maire dans le cadre d'une permanence municipale hebdomadaire. Ça me déprime pour les Perpignanais qui cherchent à avoir des réponses à leurs problématiques du quotidien. Mais c'est son choix, voilà, c'est pas le mien. Alors, est-ce que vous avez des comment on appelle ça? Vous parlez aux autres candidats non déclarés. Moi, je parle à tout le monde, c'est un principe, j'ai toujours parlé à tout le monde. Dans l'absolu, vous êtes ouvert à ça, mais les autres, est-ce qu'ils viennent vous voir? Oui, on discute, mais encore une fois, le sujet n'est pas un sujet politique au sens des petits arrangements entre amis pour se partager d'éventuelles places ou je ne sais quoi. Le sujet, il est de construire une équipe qui soit capable de servir dans la durée, qui soit capable de renverser la table, parce que Perpignan a aujourd'hui besoin qu'on renverse la table, et qui soit capable de le faire en assez bonne intelligence. Donc moi, tous ceux qui veulent rejoindre ce projet, qui peuvent penser qu'on peut incarner ce projet, ils viendront et ils travailleront. Vous savez, j'ai pris un parti qui est de dire il faut construire une liste pour les élections municipales. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a personne dans cette ville qui peut dire Bruno m'a promis telle ou telle position. J'ai dit à tout le monde, on va travailler, on va construire une offre, on va... d'un point de vue réaliste, se dire voilà ce qu'on est capable de proposer aux habitants et voir si à un moment ou un autre ces mêmes habitants se disent j'ai envie de ça ou pas. S'ils n'en ont pas envie, on va pas les forcer. Et à partir de là, on construira une liste, on construira avec les personnes qui ont envie de s'engager. Mais je reste dans cette logique-là, je suis pas dans une logique de combination ou de petits arrangements entre amis. Mais ça passe, et tout ça, ça se fait en très bonne intelligence avec les partis politiques, avec un certain nombre de corps intermédiaires. Dernière question qui n'en est pas une. À quelle date vous ferez votre déclaration? Pas d'impôt, hein, parce que ça on sait. Elle est faite déjà, même la déclaration d'impôt, malheureusement. Parce que voilà. Non, mais quand ça sera assez mûr, vous savez, vous doutez un peu. Si vous demandez à un viticulteur à quelle date, si vous demandez à un viticulteur au mois de mai à quelle date il va commencer ses vendanges, il ne saura pas vous répondre. C'est-à-dire qu'il faut que le fruit, que le fruit soit mûr, c'est tout, et que les conditions climatiques s'y prêtent. Donc oui, dans les prochaines semaines, on va avancer plus avant. Mais tout ça, n'ayez pas crainte, je le communiquerai quand il le faudra, sans problème, et je répondrai toujours à toutes les questions. Oui, nous Guéret, merci. Merci à vous.